Donc on va débuter nos travaux. Je vais demander à Greg, en sa qualité de Benjamin, dans l'attente de Petro Esperigny, de procéder à l'appel des élus. Monsieur Jean-Christophe Angelini, Oui. Michel Giraschi, Il arrive, Michel, je crois. Emmanuel Giraschi, Domenica Verdoni, Petro est là. Et Doumé, je pense qu'il y a Procu. Je crois qu'elle n'est pas là. Elle arrive, Doumé. Bon, parfait. Ok. Jackie Agostini, Nathalie Apostolatos, Monsieur Jean-Claude Tafagne a donné procuration à Jean-Christophe Angelini, Véronique Philippe, Vincent Gambini, Jeanne... Paul Colonna Cesari, Jeanne Stromboni, Marilus Sauli, Nenette Ferracci, Didier Lorenzini, Nathalie Maisetti. Madame Claire Rocazer a donné procuration à Jeanne Stromboni. Stéphane Castelli a donné procuration à Nathalie Castelli. Nathalie Castelli. Antoine Lastraioli. Santina Ferracci. Grégory Souzini présent. Petranto Vesperini. Ange Pauloac a donné procuration à Vincent Gambini. Marcanto Tafagne. Johanna Gudicelli. Joseph Tafagne. Christiane Revest. Camille de Rocacer. Georges Mel a donné procuration à Florence Valle. Étienne Cesari a donné procuration à Jean-Michel Sauli. Florence Valle et Jean-Michel Sauli. Ok, le quorum est donc atteint déjà. Doumé nous rejoint. Et je crois Michel. Donc on aura largement notre quorum et on peut d'ores et déjà commencer. Donc merci à toutes et à tous. Pas nécessairement d'intervention préalable ce soir. Simplement rappeler qu'avec le concours des élus de la commission dédiée et plus particulièrement d'un certain nombre d'élus du Conseil, dont Jean-Michel et d'autres ici présents, on a choisi donc les exposants du marché de Noël. Je vous y rends attentif parce qu'on est au moment où la ville commence à être décorée. Et donc, comme vous le savez, nous ouvrirons la patinoire début décembre, et fin novembre même, hein, voilà, fin novembre, et le marché le 8, comme l'an dernier, avec l'idée donc de le boucler le 31. Donc je ne vous rappellerai pas ce soir, je le ferai un peu plus tard, les conditions dans lesquelles les choses s'organisent, le coût pour la commune, même si ce n'est pas l'essentiel, mais il n'est pas neutre, monsieur l'adjoint aux finances, et l'implication que nous demandons dorénavant aux exposants, à ces et ceux qui vont animer tout ceci, bien sûr aux agents municipaux qui le font depuis maintenant des années, et bien sûr également aux porto-véquets de manière générale, et à nos dizaines de milliers de visiteurs durant la période. Donc les choses sont en place, et je voulais vous en dire un mot. Par ailleurs, donc, il nous reste un certain nombre de conseils avant la fin de la mandature. On va conserver le rythme d'un conseil par mois. Un mot concernant le PLU. Nous avons plus particulièrement travaillé ces derniers temps avec Nathalie, Michel et bien sûr le service dédié. Je voulais vous dire que tout a été transmis il y a bientôt 2 mois à la commission d'enquête. Nous avons mis un point d'honneur à répondre à chacune des sollicitations des porto-véquets. Et on en a eu beaucoup, puisque près de 800 demandes ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, par voie dématérialisée ou autour d'un rendez-vous auprès de l'un des commissaires enquêteurs. Nous sommes dans l'attente donc des conclusions
et de la restitution de ces travaux. Comme je m'y étais engagé, dès lors que nous en bénéficierons, je vous tiendrai informé et nous convoquerons le conseil dédié. En d'autres termes, rien n'interdit de penser, que nous ne puissions voter le PLU avant la fin de la mandature. Et pour ma part, même si nous l'avons déjà arrêté et à l'unanimité, je suis très confiant, même si je l'aurais voulu plus généreux, dans, dirons-nous, la qualité générale et les qualités particulières de ce document, sur lequel on a travaillé d'arrache-pied pendant de longues années. Et donc, dès lors que les conditions juridiques et administratives seront remplies, je le soumettrai donc à l'approbation du Conseil. Et je voulais vous dire, en toute transparence, comme depuis le début, que nous sommes dans cette attente et que nous vous tiendrons informés, et moi tout particulièrement, de ces modalités. Pour le reste, on va commencer plus formellement nos travaux et je vais demander donc à Jackie de présenter le rapport numéro 1. Nous avons ce soir une série, ouais, tu as raison, d'aménagements et d'ajustements budgétaires, donc qui ne sont pas sans conséquence, mais qui pour l'essentiel relèvent, je dirais, de nos équilibres comptables, plus que de l'impact financier de nos décisions politiques. Donc on va avoir à les voter et ensuite donc à délibérer autour d'un certain nombre d'autres points. Vous avez l'ensemble des pièces qui sont également jointes. Pour le reste, donc effectivement j'oubliais, je vais vous demander de voter le procès-verbal de notre dernière séance. Est-ce qu'il appelle des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ainsi que le compte-rendu de décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Donc je donne la parole à Jackie pour une petite série de rapports budgétaires. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, vous avez effectivement une série de rapports budgétaires. Et pour être précis, il y en a au moins 8, 9. Donc, les décisions modificatives budgétaires. Donc, le premier rapport, c'est la décision modificative budgétaire sur le budget principal, c'est la numéro 3. Je vous rappelle que ces décisions, elles interviennent pour les sections de fonctionnement, d'investissement, afin d'intégrer d'éventuelles corrections sur les prévisions budgétaires concernant une estimation plus précise des dépenses des recettes. Celle qu'on vous présente en l'occurrence et que je vous présente permet de procéder à des ajustements nécessaires de crédit qui vont nous permettre d'assurer le bon équilibre budgétaire de l'exercice 2025, mais également la fin de l'exercice comptable. Je vous proposerai également dans les rapports suivants des modifications d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Je ne vous rappelle pas le principe des APCP, notamment sur l'opération concernant l'EHPAD phase 2, l'opération concernant le PRIR et l'opération concernant le projet LIA. Pour la décision modificative budgétaire numéro 3, vous constatez, alors, juste m'excuser parce qu'il y a un rapport sur table qui vous a été remis. Il y a une petite modification cette semaine avec des chiffres un peu plus précis que ce qui vous avait été communiqué par voie dématérialisée. Et ça sera la même chose pour le rapport 1.7. Donc concernant le rapport 1.1, vous constatez que ça ne concerne que la section de fonctionnement. Et vous constatez que le total des mouvements sur les dépenses de fonctionnement est égal à 0. Donc en gros, on réajuste certains chapitres, comme le 0,12 en fonction de la vérité financière de l'année, en fonction aussi du 0,14 et des surprises qu'on a pu avoir. On a fait quelques économies sur les autres chapitres et ça nous permet d'avoir un mouvement à 0. Donc il n'y a aucun impact sur le montant total des dépenses de fonctionnement. Pour être un peu plus précis,
vous constatez une augmentation du 0,12 qui passe de 16 835 105 en prévisionnel à 17 035 105, donc 200 000 euros. Cette augmentation, pour une information complète, c'est dû à l'augmentation du taux de cotisation employeur sur la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. C'est quelque chose qui nous est imposé. Il y a eu une augmentation cette année. Il est prévu une autre augmentation l'année prochaine et jusqu'en 2028 de ce taux qui était de mémoire de 31%, et il est prévu qu'il monte jusqu'à 43% en 2028. Donc ça, c'est des augmentations qui nous sont imposées par l'État. On ne peut pas faire grand-chose. Structurellement, le régime de la CNRACL, donc la Caisse nationale de retraite au niveau national, est déficitaire. Et aujourd'hui, pour combler le déficit, ils ont décidé d'une augmentation de ce taux qui nous impacte. Et les 200 000 euros correspondent à quelques euros près à l'augmentation qu'on a subie cette année. Donc les prévisions budgétaires étaient juste en début d'année, mais on a subi cette augmentation qui est de 199 000 et quelque chose. Concernant le 0,14, atténuation de produits, là aussi, on subit une augmentation de ce qu'on appelle le fonds de péréquation intercommunal. Il était prévu au budget 580 000 euros, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Ça nous avait été confirmé au moment on va dire, de la rédaction du budget, sauf qu'on a eu une mauvaise surprise avant, enfin juillet-août, où l'État nous a dit que ça serait 200 000 euros complémentaires, et ça a augmenté pour notre collectivité, ça a pu augmenter pour la communauté de communes, et pour d'autres communes du territoire, mais d'autres communes aussi à l'échelle régionale et nationale. Encore une fois, c'est dû à la bonne santé financière de notre commune, et ils considèrent que les communes qui ont une bonne santé financière doivent venir, c'est un dispositif de péréquation, doivent venir au secours des collectivités qui sont en difficulté. Voilà. Mais c'est une surprise de l'été. Comme on avait prévu un peu plus, on n'a pas rajouté les 200 000 euros, mais 178 000. Après, vous voyez, il y a des efforts qui sont faits, et là je remercie les services sur l'effort au quotidien. On prévoit de dépenser 28 000 euros en moins sur le 011. Sur les chapitres 65, moins 56 000, moins 38 000, moins 50. Sur les charges spécifiques, moins 106 000. Et sur les dotations aux provisions, on avait prévu 100 000, mais on n'a pas eu de surprise cette année. Donc on vous propose de supprimer ce montant. Concernant le chapitre 65, j'y reviendrai pendant le conseil. C'est des réductions qui sont possibles. Ce sont des diminutions de subventions d'équilibre. Moins 56 000, c'est pour le budget de la cuisine. Et moins 38 000, c'est pour la subvention d'équilibre au CCAS. Donc, au global, voilà, on est sur un mouvement de 0 € avec des chapitres en augmentation, mais qui ne sont clairement pas de notre fait, et c'est imposé par l'État, encore une fois, le taux de cotisation employeur CNRACL et le fonds de péréquation. Et il faut surtout avoir en tête pour les budgets à venir qu'il faudra prévoir ces augmentations. Et pour le reste, une bonne tenue des comptes et surtout un souci permanent d'économie et d'essayer de dépenser au plus juste tout au long de l'année, ce qui nous permet de faire ça sans dépenses complémentaires sur l'ensemble du budget. Monsieur le maire. Merci, Jackie. Est-ce que vous avez des remarques? Jean-Mi? Bon. Parfait. C'est bon? Allez, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport numéro 2. Donc le rapport 1-2, comme je vous le disais, c'est une modification de la PCP concernant la mise en conformité de l'EPA, des rénovations énergétiques du bâtiment. Alors, ce rapport, c'est plus une formalité administrative. Le montant global de l'opération n'évolue pas. On est toujours sur 5 581 057,34 € TTC. Et ce qu'on vous propose, c'est de réajuster les crédits 2025-2026, parce que l'opération est en cours de finalisation. Par contre, il y a certains dossiers, on voulait terminer en fin d'année 2025, sauf qu'il y a les décomptes généraux définitifs des entreprises qui arriveront plutôt en début d'année 2026.
Donc on vous propose de réajuster les montants 2025-2026 en mettant 1 804 605,24 euros en 2025 et 386 977,61 euros en 2026. Voilà, c'est pour permettre la bonne exécution et pour la fin d'année et surtout pour le début d'année 2026. Mais aucun changement de montant ni de taux de financement des aides publiques. Est-ce que vous avez des remarques? OK. Allez, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport numéro 3. Le rapport numéro 1.3, donc on est sur modification de la PCP pour les équipements publics de proximité, piliers du cadre de vie du PRIR de Pifano sur notre commune. Là encore, il n'y a aucune modification du montant de l'opération, 8 788 702,14 euros TTC. Ça avait été voté en avril 2025. Et on vous propose juste de réajuster les années 2025-2026. Là, l'opération doit se terminer aussi, mais il est prévu un reliquat de dépenses en 2026 à hauteur de 28 383,69 euros. Et en 2025, les dépenses seront donc d'1 919 098,45 euros. Là aussi, en termes d'aide publique, il n'y a aucune modification. C'est vraiment pour terminer l'année et engager nos dépenses en début d'année 2026. Très bien. Des remarques? OK. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport numéro 4. De la même manière, le rapport 1.4, on est sur la modification de la PCP pour le programme, le PIA 4, l'IA, territoire intelligent et durable. Les travaux avancent, l'opération continue. Là également, il y avait des dépenses qui étaient prévues en fin d'année 2025 qui interviendront en 2026. Et on a réajusté 2025-2026, 806 000 euros, 733,19 en 2025, 800 000 euros en 2026. On aurait pu ne pas la faire, celle-là, mais on l'a faite parce qu'en début d'année en investissement, si on ne l'avait pas faite en 2026, il n'y aurait pas eu de crédit nécessaire pour payer ce qu'on devait aux entreprises sur le premier trimestre avant le vote du budget 2026. Donc on a préféré la mettre sur table afin de pouvoir régler les différents intervenants lors du premier trimestre 2026. Aucune modification du montant, 1 640 080 euros TTC, et aucune modification des aides publiques. Est-ce que vous avez des remarques? Très bien. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport numéro 5 sur l'assainissement. Sur l'assainissement, c'est un rapport qui ne concerne que ces décisions modificatives budgétaires numéro 1, vous voyez. On est sur un mouvement, ça ne concerne que les dépenses de fonctionnement. Le total des mouvements est de 0 euros, donc les dépenses de fonctionnement dans la globalité n'évoluent pas. C'est juste une réaffectation entre chapitres. Donc vous avez le chapitre 65 qui correspond aux créances admises en non-valeur. Il était prévu 3 101 euros. On vous propose une augmentation de 2 500 euros à la vue des dossiers qui ont pu arriver et qui passeront ou pas, peut-être d'ici la fin d'année, donc au mois de décembre, mais ce n'est pas sûr. Mais on a préféré prévoir le coût. Et ces 2 500 euros, on vient les récupérer sur le chapitre 011, donc qui évolue de 168 665,70 à 166 165,70. Donc le mouvement est de 0, c'est juste une réaffectation de 2 500 euros entre chapitres. Monsieur le maire. Merci. Moi, j'imagine qu'il n'y a pas davantage de remarques. OK. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport numéro 6 sur le budget annexe du port. Le budget annexe du port, donc là nous avons une décision modificative budgétaire numéro 2. Ça concerne la section de fonctionnement et la section d'investissement.
mais ça concerne surtout dans les deux sections ce qu'on appelle les opérations semi-budgétaires. Ce sont les opérations d'ordre qui n'ont pas d'impact financier réel. C'est des chapitres qui permettent le lien entre le fonctionnement et l'investissement. Sur la partie dépenses de fonctionnement, il est prévu, comme on a vu dans le rapport précédent, une augmentation de 2500 € du chapitre concernant les créances admises en non-valeur. Nous n'en avions pas prévu lors du vote du budget. Là, il se peut qu'il y ait un dossier à hauteur de 2500 €, donc on le prévoit via cette EDM. Le chapitre 65 est aussi augmenté de 400 €, donc ça fait une augmentation de 2900 € sur le chapitre 65. Et cette augmentation est compensée par une diminution des charges à caractère général du 0,11. Ensuite, vous avez une augmentation du chapitre 0,42, ce que je vous disais, opération d'ordre, en fait, qui correspond à une augmentation des dotations aux amortissements en fonction des calculs et puis des différents taux et de ce qu'on s'est permis d'amortir ou pas sur le budget du port. Donc une augmentation de 276 000 € et qui est compensée par une diminution des charges financières qui ont été un peu surévaluées au moment du budget. Donc voilà, donc au global, moins 2900 plus 2900, moins 276 000 plus 276 000, et ça nous fait un total de 0 sur les dépenses de fonctionnement. Encore une fois, là, sur le fonctionnement, ça nous permet d'assumer nos dépenses jusqu'en fin d'année. Concernant la section d'investissement, donc nous sommes en dépenses aux 276 000 € de dépenses d'équilibre suite à l'augmentation des dotations aux amortissements sur le chapitre 23. Le 0,41, on vous propose une augmentation qui est aussi une opération d'ordre, une augmentation d'1 055 483. C'est une opération d'ordre de remboursement des avances. En fait, là, c'est de la pure logique, c'est de la gymnastique comptable. Il n'y a pas d'impact budgétaire, mais le fait d'augmenter ce chapitre nous permet de passer ces dépenses du compte 238 pour être précis au compte 2313. Voilà, c'est une obligation comptable. Et donc ça, c'est pour les dépenses d'investissement. Et donc en recette, vous avez le chapitre 040 d'ordre de transfert entre sections qui est également augmenté de 276 000 €, puisqu'il y a le pendant entre le fonctionnement et l'investissement, et entre les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, et l'augmentation du 0,41, puisqu'il y a aussi le pendant entre dépenses et recettes, d'1 055 483. Donc pour résumer, sur le budget du port, en fonctionnement, le mouvement est de 0, et c'est juste des réajustements pour terminer l'année, mais cette EDM est surtout motivée par les opérations d'ordre, le réajustement des opérations d'ordre en fonction, 1, de l'augmentation des dotations aux amortissements, et 2, de la petite manique comptable pour permettre le changement de compte du 238 au 2313. Voilà, monsieur le maire. Merci Jackie. Avez-vous des remarques? Merci. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci Jackie. Rapport numéro 7 sur notre budget annexe des parkings. Alors là, à l'instar du premier rapport, il y a un rapport sur table qui a été déposé. Juste pour dire... Alors, vous voyez, la section de fonctionnement et d'investissement est impactée par cette décision modificative. Juste pour dire que sur ce budget annexe, on avait prévu certaines recettes en début d'année. On sera bien au-dessus de ce qui était prévu en début d'année en termes de recettes. Et c'est une bonne nouvelle. La mise en place des barrières sur les parkings communaux ont permis effectivement d'optimiser ce poste de recette. Donc vous voyez en recette de fonctionnement, il y a une augmentation, c'est sur la deuxième page, prévue de, pour le moment, 61 000 €, mais on sera au-dessus des 61 000 €. Et en fait, on a ajusté le montant des recettes en fonction
du besoin de dépenses de fonctionnement complémentaires, notamment sur le 011 pour 10 000 euros et sur le 012 pour 51 000 euros. Donc les 61 000 euros de dépenses de fonctionnement viennent s'équilibrer avec les 61 000 euros de recettes complémentaires, mais les résultats comptables en recettes devraient être encore supérieurs aux 652 468,57 qui sont inscrits sur la décision modificative, mais on verra ça plus tard. En section d'investissement, le mouvement est de 0. C'est le chapitre 16 concernant les emprunts qui augmentent de 19 000 euros. Donc l'augmentation de remboursement d'emprunt était prévue 94 000, on passera à 113 000, mais on peut récupérer en investissement cette somme de 19 000 sur le chapitre 21. Il était prévu 465 087, on passe à 446 087 38. Donc voilà, des ajustements pour nous permettre de terminer l'année, mais surtout des recettes de fonctionnement qui vont être meilleures que celles qui étaient prévues et meilleures que celles de 2024. Donc c'est une bonne chose pour ce budget parking. C'est presque un doublement. On n'en est pas là, mais je dirais qu'on avait prévu au global à peu près 600 000 euros de recettes. Aujourd'hui, on dépasse les 800 000 euros. D'accord. Donc c'est quand même un peu plus de 30% de plus au moment où je vous parle. Hein. Donc ça va encore un peu évoluer, mais c'est une bonne chose parce que, vous voyez, par la mise en place d'une politique peut-être un peu plus... je parlais des barrières, ça permet effectivement d'assurer, non seulement de simplifier un peu les choses, mais surtout d'assurer un suivi précis des entrées et des sorties du parking, et ça permet d'ajuster et d'optimiser vraiment ces recettes. Okay. Parfait. Merci Jackie pour ces bonnes nouvelles. Et Vincent me le dit, et c'est pas fait au détriment des porto-véquets, puisque les porto-véquets, le forfait à 25 euros, qui leur permet toute l'année de rentrer sur ces parkings et de les utiliser. Donc c'est vraiment des recettes complémentaires, et ça ne vient pas du portefeuille des porto-véquets. Voilà. Très bien. Ok. Donc sur ce rapport 1-7, y a-t-il des remarques? Jean-Mi. Oui, merci. Bonsoir à tous. Pas de remarques particulières, si ce n'est même saluer les recettes complémentaires. C'est toujours bien de pouvoir générer des recettes dans les parkings. Mais je profite, comme à l'ordre du jour, il n'y a pas d'autres points qui parlent de parking. Je voudrais juste vous poser la question concernant le stationnement, les travaux qui ont été effectués devant l'école Toussaint Marcellesi en bas, avec la mise en place d'arbres, j'ai vu, et la modification de l'arrêt de bus qui maintenant se situe côté route. Je voulais savoir un petit peu pourquoi ce choix de déplacer le car qui était proche de l'école, qui était pour moi plutôt sécurisé que d'être sur le trottoir, et l'implantation de ces arbres qui, je pense, est une bonne chose, mais permet peut-être de bloquer un petit peu le stationnement. Or, on s'est aperçu à regret que les voitures continuent à serpenter en face de l'école. Donc je voulais savoir s'il était prévu que ces arbres soient implantés de façon plus importante, ou de façon à permettre à ce que les voitures n'aillent pas sur ce parking neuf. C'est vrai que c'est un vrai problème, mais pourquoi avoir déplacé l'arrêt de bus qui semblait être sécurisé? Merci. Très bien. Alors Doumé, Nathalie, Doumé. Juste quelques éléments de réponse, puisque il s'agit du chemin des écoliers qui n'est pas encore terminé. Tu te souviens qu'on avait déjà discuté du fait, et c'est toi-même qui avais souligné le danger, on va dire, de descente. Hein, tu te souviens de Fontana à 8. Donc ça avait occasionné un certain nombre d'aménagements, y compris le fait qu'à partir de 8h, 8h, 8h30, et puis 4h, 4h30, on passe en piéton, on va dire, et que les gens puissent déposer, on va dire, leur voiture Santa Catalina, avant qu'on fasse d'ailleurs l'abonnement à 25 euros. On avait dit la demi-heure est gratuite, etc. Donc nous, on avait souhaité aménager depuis le parking Santa Catalina, donc pour remonter jusqu'à l'ancienne fontaine, donc Fontanano, à descendre Saint-Dévote, passer devant Marcellesi, Saint-Vincent, revenir, on va dire Fontana 8, la descente jusqu'en bas. Donc l'idée, c'était à la fois d'aménager un parcours où, évidemment, quand les parents viennent à pied avec les enfants,
ils aient plaisir justement à découvrir cet endroit avec des arbres, avec de quoi aussi, voilà, il y a des fresques murales, mais aussi lorsque ce n'est pas piéton, donc le reste du temps, et que les voitures circulent, les voitures sachent qu'elles entrent dans un périmètre d'école, parce que, etc. Donc, l'idée, c'était évidemment, devant ces écoles, aussi d'y mettre des espaces de convivialité, c'est-à-dire que les gens puissent se rencontrer, discuter, et pas être forcément au bord de la route, avec une voiture qui arrive, qui se gare, qui se met en travers, qui démarre. Bon. Ça a été très accidentogène à plusieurs reprises, et heureusement, en tout cas, il n'y a pas eu de dégâts autres que matériels, hein, mais on sait que, on va dire, l'entrée de chaque école était quand même problématique. Donc, on a voulu davantage élargir, hein, comme faire un sas entre la rue, on va dire, et l'entrée de l'école. D'où, en bas, on va dire, hein, la petite place devant Marcellesi, hein, donc commandant l'Herminier, on va dire. Mais là, c'est vrai que stationnait d'habitude le bus. Ce qui suppose que, ma foi, pour les gens, quand le bus n'est pas là, alors on peut se garer. Hein. Donc l'idée, c'était que cette place-là, elle devienne un endroit devant l'école où les gens, effectivement, puissent venir récupérer ou chercher leurs enfants ou déposer leurs enfants à pied, discuter. On va y mettre, comme tu le disais, des arbres en fosse dès que le temps le permet. Hein. On va également faire un petit peu d'aménagement et puis prolonger aussi vers Fontanahuit, parce que l'idée, c'était quand même aussi de mettre en valeur la fontaine. Hein, pas seulement la descente, mais la fontaine, et créer là un vrai espace, qu'on est en plein dans un carrefour. C'est quand même une rue, hein, celle de l'Herminier, qui est quand même relativement fréquentée. Donc, on voulait... Voilà. Le bus, du coup, est garé un peu plus haut le long de la chaussée. Voilà. Les enfants descendent et regagnent à 2 pas, on va dire, l'école, faisant en sorte qu'on a une petite placette devant l'école. Voilà. L'idée, c'était devant chaque école, alors ce n'est pas toujours évident devant toutes les écoles, hein, mais devant chaque école et devant chaque entrée d'école, il puisse y avoir un peu ce sas, entre guillemets, d'articulation entre la voirie et l'entrée directe de l'école. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie des aménagements. Après, on le sait aussi, dans ce type d'aménagement urbain qu'on va tester aussi, on va voir un petit peu à l'usage, effectivement, comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'était aussi de faire en sorte que, par cet aménagement, disparaisse l'idée qu'on puisse se garer devant les écoles. Voilà. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, pour te donner un petit peu des... Mais je pense que Nathalie, voilà. C'est un projet qui a été mené, donc, par la commune, en collaboration avec la communauté des communes, hein, en partage, on va dire, de projets sur les appels à projets qui avaient été lancés il y a déjà 2 ou 3 ans, Fonds Vert, hein, donc végétalisation des centres urbains. Merci. Mais... Puis Nathalie. Vas-y. Bon. Ah, ça y est. Merci pour ces explications. Je suis entièrement d'accord avec toi, on en a parlé sur la végétalisation, la mise en place d'arbres, là-dessus, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il faut, en plus des arbres, parce que je suis passé hier, avant-hier et les quelques jours, puisque... Non, voilà, parce que les voitures, en fait, rentrent sur l'esplanade, se mettent entre les arbres, et on est passé, enfin, si vous passez encore maintenant, ça... Voilà, et peut-être que, alors je comprends l'espace placette devant l'école, je trouve que c'est effectivement plus... Voilà, donc voilà, d'où ma question. C'est pour ça que je trouvais que les arbres étaient implantés, mais un peu de façon, voilà, et puis peut-être mettre une chaîne, bon, une barrière devant une école, c'est jamais bien, devant une chaîne, tout ça. Parce que vraiment, voilà, je trouvais C'est bon. Je trouvais l'emplacement un peu... Les gens, en fait, se contournent, se garent quand même. Donc, voilà. Non. Puis, je trouvais ce bus en montée avec un trottoir assez étroit. Et à l'époque, c'était pratique que nos enfants montent et puissent descendre. Voilà, c'était ma question, mais... Alors, Jean, pour répondre vraiment à ta question, là, c'est le démarrage des travaux de la rue des Écoliers. C'est-à-dire que tout le mois de novembre va être installé et il y aura de toute façon une information au Porto Vecchio, notamment, ça aura des incidences sur la circulation. Donc on fera en sorte justement, notamment sur l'Herminier, on va commencer par l'Herminier, toutes les semaines de novembre, il y aura une installation provisoire et une circulation qui sera gérée parce que l'ensemble du mobilier, enfin l'ensemble des éléments qui ont été mis en place aujourd'hui sont
représente à peu près un tiers de ce qui va être installé. C'est-à-dire qu'on a installé pendant les vacances scolaires tout ce qui pouvait être fait sans gêner la circulation. La prochaine étape, c'est de compléter, notamment sur la placette devant l'Herminier, avec du mobilier urbain, c'est-à-dire des bancs, des jardinières supplémentaires qui vont totalement fermer cette zone de circulation-là. Donc, de toute façon, on ne pourra plus y aller. Et surtout, le plus important, il va y avoir du marquage au sol. Du marquage au sol ludique qui va vraiment marquer le carrefour, aussi bien à cet endroit-là que sur l'entrée de l'ensemble des écoles. C'est-à-dire que ça va accompagner depuis Santa Catalina jusqu'à la descente de Fontanavecchia. Donc, c'est une étape intermédiaire. Il faut être un peu patient, mais l'idée c'est que ça arrive. C'est très important. Il y a eu beaucoup de travail autour de la sécurisation justement de ces écoles, et notamment le bus tel qu'il était installé auparavant. Malgré tout, il créait une problématique parce qu'il traversait un espace qui était largement emprunté par les enfants. Donc le fait de le matérialiser que d'un côté, au bout du compte, on n'a pas de croisement de flux entre les enfants qui sont déposés par leurs parents, les enfants qui sont déposés par le bus. Et donc voilà, on a essayé de calmer le jeu. Donc soyez patients, ça devrait s'améliorer d'ici la fin du mois de novembre, et on vous enverra, enfin il y aura des informations sur les réseaux sociaux concernant les différents impacts qui vont forcément générer des problématiques de circulation, mais on fait au mieux pour que la gêne ne soit que d'une semaine à chaque fois sur chacune des zones. Nathalie, voilà, si ça répond. Oui, juste Nathalie et préciser Jeanne. En fait, avant, cet espace devant l'école, il y avait deux types d'usagers. Il y avait le car et les piétons. Et donc, en fait, c'était une zone accidentogène. Là, en déportant le car, on a matérialisé une zone piéton, et avec le bus qui est du côté du trottoir, on a la zone des enfants qui prennent le car et qui peuvent descendre en sécurité, avec le véhicule qui est plus loin. Voilà. Vas-y, Jeanne. Oui, pour confirmer ce que vient de dire Nathalie, moi je le vois de ma fenêtre, donc j'ai pu constater avant, il y avait des gamins qui restaient sur le trottoir côté route, parce qu'il y avait le bus qui les empêchait de se réunir au-dessus. Maintenant, ils sont tous regroupés au-dessus. Ils peuvent, les parents sont plus détendus, ça se voit. Ils sont sur la petite placette, ils sont plus en sécurité qu'avant. Très bien. Florence, vas-y. Ouais, ça y est. On ne voit pas la lumière. On va couper la mouche. Donc, juste pour revenir au parking et puis au fait au stationnement général sur la ville, le paiement, l'abonnement, c'est très bien pour les porte-véquiels, mais au fait l'interaction en fait des familles quand même avec les communes voisines, y compris même nos défunts, hein, en fait, en finale, tout ça, c'est quand même assez, il n'y a pas des barrières en fait en finale. Et j'imagine des grands-parents qui habitent à Lecce, mais qui occasionnellement vont à l'école chercher les enfants et qui n'ont pas le badge pour avoir l'abonnement. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver une meilleure connexion avec les communes voisines, en tout cas de l'Interco? Bon, Sangavie ne fait pas partie de notre Interco, mais pourquoi pas avoir des conventions pour que, en finale, cet abonnement soit profitable pour le maximum d'habitants dans l'extrême sud. Alors ça a été fait, Florence, puisqu'on a délibéré il y a 3-4 mois, je ne sais plus, sur un abonnement unique à 50 €, pas à 25, ce qui fait un peu moins de 5 € par mois, pour de mémoire tous les résidents des communes de la Comcom. Et je ne sais pas si on ne l'avait pas étendu à l'Alta Rocca. Par rapport, on avait considéré aussi que l'histoire de Porto Vecchio était trop liée à celle de l'Alta Rocca pour qu'on empêche les habitants des communes de Quens, de Lévis, etc., de ne pas en bénéficier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, pour que les Porto Vecchio le comprennent plus facilement, qu'il y a 3 types de tarification. Il y a les résidents à Porto Vecchio qui, moyennant 25 € par an, ont accès du 1er janvier au 31 décembre à toutes les places de stationnement qui sont sur le domaine public, parking comme rue. Les résidents des communes, de la communauté de communes du Sud-Corse et de l'Alta Rocca
ont un abonnement à 50 € à l'année pour exactement le même type de place. Et puis il y a le reste, je vais dire le reste du monde, qui eux ont une tarification habituelle. Mais on l'avait délibéré il y a 3 ou 4 mois, je crois. Bon, après c'est vrai que si tu raisonnes, moi je raisonne toujours en amende forfait post-stationnement, ça fait 3 amendes par an, donc il vaut mieux le prendre, quoi. D'accord, mais des fois ça va même peut-être repousser des gens. Non. C'est souvent ces mêmes familles. Je pense pas. Enfin, quelqu'un qui vient chercher une grand-mère ou quelqu'un qui vient déposer le gerbe au cimetière. Et de mémoire, concernant les visites de deuil, notamment à la Toussaint, les parkings avaient été ouverts spécialement, notamment Santa Catalina. Et oui, et en plus de ça, nous en tant que Porto Vecchia, pour le coup, on n'a pas de tarif habituel. Non. Ça fait partie de notre ADN Porto Vecchia d'être, on va être une région très solidaire en fait. Et voilà. Et nos familles sont très éclatées sur tout le reste, toutes les communes. Ok. Merci à Jean-Michel. Merci donc à Jean-Michel et à Florence, ainsi qu'aux intervenants, pour ce débat. Bon, on voit bien que derrière l'aridité des chiffres, il y a des sujets politiques. Effectivement, la question du chemin des écoliers, etc., bon, c'est un dossier auquel on tient. Donc, n'hésitez pas, même si on a maintenant d'autres sujets comptables et techniques, je pense à la cuisine, etc., à intervenir comme Jean-Michel l'a fait. Ça peut aussi éclairer les décisions futures. Merci. Sur ce rapport 1.7, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Budget annexe de la cuisine municipale au titre du 1.8. Jackie. Merci, monsieur le maire. Donc, je continue avec mes chiffres arides. Et pourtant... Après, je peux dire que c'est sexy, mais personne ne va me croire. Mais tu as raison, tu mentirais en disant ça. Tu mentirais. Donc, alors, je vous en ai parlé lorsque je vous ai présenté la décision modificative sur le budget principal. Donc on vous propose une décision modificative numéro 2 sur le budget de la cuisine. Comme je vous disais, la subvention d'équilibre, et vous voyez ça en recette de fonctionnement sur la deuxième page, les 991 000 € de recettes de fonctionnement peuvent être réajustés à la somme de 935 000 €. Donc 991, vous vous souvenez, lorsqu'on a créé ce budget de la cuisine, on a dit sur cette première année 2025, il y a une somme à prévoir pour que l'outil fonctionne. Dans cette somme, il y avait une partie de fonctionnement et une partie en investissement. L'exécution budgétaire s'est déroulée et plutôt bien. On est conforme, et notamment sur le prix des repas, conforme à à notre business plan de l'époque, et notamment lorsque le budget a été créé, donc conforme à notre prévisionnel. Et on peut se permettre effectivement de faire cet effort de 56 000 €, donc en recettes de fonctionnement. Et pour assurer l'équilibre budgétaire, on peut diminuer également nos dépenses de fonctionnement, et notamment sur le 012, il était prévu 374 700 €.
Ces 56 000 euros, on vous propose de les prendre sur ce chapitre 012. Donc voilà, donc le mouvement global, 56 000 euros en moins, et sur le 012, et sur la subvention d'équilibre venant du budget principal. Voilà, monsieur le maire. Merci Jackie. Avez-vous des remarques? Ok. Donc sur ce rapport 1.8, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport suivant, toujours sur la cuisine, je crois. Oui. Voilà, donc le rapport A9. A9. Le rapport A9, c'est, je vais dire, la conséquence du rapport A8, puisque on a voté la décision modificative, donc la diminution de la subvention communale d'équilibre. Le rapport A9, il vient clairement formaliser la chose. Et notamment le dernier paragraphe, enfin en milieu de page, au vu d'un chiffrage actualisé des besoins de la cuisine municipale, il convient de modifier le montant de versement de la subvention communale d'équilibre à la somme de 935 000 euros pour l'exercice 2025. Les modalités de versement pourraient être échelonnées effectivement en cours d'exercice si besoin. Donc c'est un rapport qui vient formaliser le rapport précédent. Merci Jackie. Y a-t-il des remarques? Très bien. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport numéro 10 sur le CCAS. Donc ce rapport indice, ça vient, on vous propose la modification de l'attribution de la subvention communale d'équilibre au CCAS. Donc l'abrogation de la délibération d'avril 2025. Pour rappel, lors du vote du budget, vous le savez, le budget principal, pour voir l'équilibre budgétaire du CCAS, il était prévu un versement de 536 518,56 euros. C'était une estimation. Au vu des chiffres constatés en fin d'exercice budgétaire, on y arrive. On vous propose de réajuster ce montant à 498 518,56 euros. Là encore, il y a des efforts qui ont été faits par le CCAS. Je regarde Paul, Janine. Chaque centime est compté et le service est assuré. Et c'est un bel outil qui a été créé durant cette mandature. Donc c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, chaque dépense est comptée. Ça nous permet, en termes de budget, de pouvoir affiner les choses en fin d'exercice et de diminuer cette subvention d'équilibre à, on va dire, 498, 518, 500 000 euros. Voilà, monsieur le maire. Merci, Jackie. Donc, on va pouvoir passer au vote, à moins que vous n'ayez des questions. Excusez-moi, et Didier également. J'ai cité Janine, Paul et Didier. Qui est contre? C'est pas mes lunettes. Mais c'est des lunettes, je confirme. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Unanimité. Je donne maintenant la parole au premier adjoint. Merci Jackie pour cette réussite incontestable. En un temps record, ce qui nous change. Je suis taquin. Monsieur le premier adjoint, qu'est-ce que vous nous faites avec cette prime? J'espère que ma prime sera plus sexy que... Et moins aride. Et moins aride que les rapports précédents. Mais au moins aussi rapide. Ça va peut-être creuser le déficit de la commune. Oui, donc on revient sur la prime communale d'accession à la propriété qu'on avait mis en place, qu'on a voté il y a quelques mois. Suite au Conseil de l'égalité, il a fallu modifier notre première délibération. En effet, cette prime est conditionnée, entre autres, on avait conditionné l'obtention de la prime par un temps de résidence de 5 ans sur la commune. Et après
après le contrôle de légalité, on nous a demandé de ramener ce temps de résidence sur la commune à 3 ans. Donc, ce n'est pas essentiel quand on y pense comme ça, ensuite 3 ans ou 5 ans. Je pense quand même que 5 ans, c'était quand même quelque chose de pertinent dans le sens où ça permettait d'octroyer cette prime à des familles installées un peu, qui ont commencé à s'enraciner un minimum sur la commune et qu'on évite un peu l'effet d'aubaine. 3 ans, ça ouvre davantage, ça l'ouvre à davantage de personnes et il faut espérer que ça n'ait pas des conséquences. Alors, il est évident qu'on a bien encadré l'octroi de cette prime. Il faut que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale. Il n'y a pas de revente dans les 15 ans du bien qui est acheté. Il y a des clauses antispéculatives. Dans certains cas particuliers, en cas de divorce ou autre, le bien peut être vendu dans l'intervalle des 15 ans, mais avec l'accord de la commune. La commune est prioritaire sur l'acquisition de ces biens. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont permettre quand même d'encadrer et d'éviter des dérapages. Mais voilà. Donc, je rappelle un peu cette prime. C'est 4 000 € pour une personne seule, 6 000 € pour un ménage, 10 000 € pour un ménage avec enfant. C'est quand même un coup de pouce énorme aux familles, aux ménages ou aux jeunes porto-véquiers qui ont pour projet l'acquisition d'un bien en résidence principale. Là-dessus, Jean-Guy, vas-y. Juste, quelle est la raison de la réponse? Pourquoi 3 et pas 5? Il justifie comment? Il y a un truc particulier ou pas du tout? C'est bon. Ben, au début des discussions sur le contrôle de légalité, on nous disait que c'était anticonstitutionnel et qu'on ne pouvait pas le faire. On a, nous, comme les services avaient travaillé sur cette prime en anticipant tout cela, on avait de nombreux exemples de localités sur le continent, de communes ou de communautés de communes qui ont déjà mis en place ce type de prime et qui ont déjà conditionné par un temps de résidence. C'est vrai que sur les exemples que l'on a donnés du continent, le temps maximum était de 3 ans. Donc pour éviter tout contentieux, on nous a demandé de nous aligner aux autres et de ne pas aller plus loin. Maintenant, c'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi 5 ans, ça serait anticonstitutionnel et 3 ans, ça serait constitutionnel. C'est ça. En fait, pour compléter ce que dit Michel, mais qui est déjà très précis, bon, on sait, Jean-Michel et puis vous tous, que c'est un sujet à contentieux, on va dire, partout, pas simplement ici. On regarde ce qui se passe au Pays Basque, dans d'autres régions soumises à une forte pression touristique, etc., et où l'accession à la propriété est tout aussi délicate, voire très compliquée. On a des correctifs qui sont mis en œuvre avec des fortunes assez diverses. Mais dans le cas d'espèce, effectivement, il y a cette barrière des 3 ans. Pour être plus précis, on aurait pu rester sur la durée de 5 années, mais il eût fallu qu'on modifie un certain nombre de dispositions propres au règlement. Bon, on a préféré ne pas courir de risques, et on s'est dit, sur la proposition du premier adjoint, qui suit le dossier depuis le début avec la cellule logement, qu'on consacrerait par une nouvelle délibération la durée nouvelle de 3 ans, et qu'ensuite, dans le cas d'une forme de clause de revoyure, en cours, je dirais, de parcours, entre guillemets, on se donnerait la possibilité d'évaluer et de voir quels ajustements possibles on pourrait apporter. Mais voilà, on va lancer les choses et on va voir ensuite. 2 précisions. 1, comme les porto-véquiers ont pour certains, et ce n'est pas un reproche, mal appréhendé les termes, notamment du programme Acasas, où l'on nous a souvent répété qu'on allait faire 1000 logements sociaux, alors qu'on sait toutes et tous, et
les élus en particulier que ça n'est pas vrai du tout. Être très précis, la dite prime ne concerne que l'acquisition. Hein, parce que je ne voudrais pas que demain au Bon Coin ou ailleurs, on me dise vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils deviennent locataires. Bon. Donc, digue mintendo. Et je le dis préalablement à toute instrumentalisation du débat ou à toute orientation un peu contraire à ce que l'on propose. L'idée, c'est de faciliter l'accession à la propriété. Et la prime d'accession communale n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais qui existe partout. Il y a même des conseils municipaux en Corse, j'en ai 2 en tête, qui ont délibéré autour du statut de résident. Hein, bon, on n'est pas là-dedans. Ce qu'on vous dit à ce stade, c'est aider ces 3 types de publics, de la personne, entre guillemets, seule jusqu'au ménage avec enfants, à devenir propriétaire avec, je dirais, le soutien de la puissance publique dans ce cadre-là. Voilà, comme ça, c'est dit, comme on a eu pas mal de lectures un peu différentes sur le plan Casas, préciser les faits, et rien que les faits, aider à acquérir, et pas à louer, ou etc. Bon, deuxième précision, j'en aurais terminé. Quand on fait le point, nonobstant à Casas, sur lequel on reviendra avant la fin de la mandature, de tout ce qui est mis en œuvre. Bon, on s'aperçoit qu'on construit ce que Michel qualifie pour d'autres situations, mais dans l'idée générale, un parcours résidentiel qui va permettre, une fois le PLU voté, notamment à des centaines, à des milliers demain de porto-vecchiais, de devenir propriétaires. Bon, donc là aussi, je veux le préciser, il y a une stratégie qui consiste à essayer, dans la mesure du possible, de rendre les porto-vecchiais propriétaires de leur logement. Bon, c'est une démarche qui est complexe. Mais quand vous mettez les choses bout à bout, vous vous apercevez qu'il y a une cohérence d'ensemble à laquelle je voulais très brièvement vous rendre attentif. On fera le point. Mais quand on aura voté dans quelques minutes sur proposition de Nathalie l'acquisition d'une nouvelle casemate, alors c'est pas cela qui va nous coûter le plus cher. Parce que je crois que c'est 10 000 balles. Bon. Mais on aura sur le territoire communal, avec 3 types de biens et d'acquisition, ceux sur quoi vous avez délibéré en tant que collectivité, entre guillemets, acquéreur, les biens acquis par la communauté de communes sur notre territoire communal et les biens portés par l'office foncier avec des destinations liées principalement au logement. On avoisine en termes de patrimoine pour les porto-vecchiais à 1 ou 2 millions près, je vous dirai, et on vous dira plus précisément les choses, mais je pense la somme de 15 millions. Donc on voit bien qu'en une mandature, on a posé, même si des choses avaient été initiées avant nous, une stratégie d'acquisition, de patrimoine et de production de logements à partir donc d'un patrimoine retrouvé. Bon, après, bien sûr, l'élément clé, il y a des casemates qui, au cours des années passées, ont été acquises par des citoyens russes. On a quelques exemples. Sur le littoral du Sud, bon, nous, dès qu'on a pu, on y a mis un terme et on a procédé à l'acquisition avec les autorités concernées, et notamment dans le patrimoine du ministère des Armées, de casemates, donc celle-ci en particulier, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, sur le foncier et l'immobilier, une stratégie, mais en gros, de la terre qu'on mobilise jusqu'à la prime qu'on délivre, un objectif, aider les porto-vecchiais à devenir propriétaires. Et ça, c'est quand même fondamental, parce que voilà, on a souvent fait dire des choses au Conseil et à la majorité que je voulais préciser à la faveur de ce débat-là, mais on y reviendra, parce que je crois que c'est assez important pour les porto-vecchiais, et notamment pour les milliers d'entre nous, et je parle des milliers d'entre nous, qui au moment où on parle, ont pour seul projet de vie de pouvoir se loger. Bon,
dans une vie normale, on devrait avoir d'autres projets, s'épanouir socialement, professionnellement, gagner à tout point de vue, en culture, en compétences, en relationnel, que sais-je, se loger comme horizon de vie, alors que ça devrait être une formalité, c'est pas normal. Donc moi, je veux bien qu'on nous critique, il n'y a pas de sujet sur ce que l'on fait, je l'entends un peu moins quand c'est sur ce que l'on ne fait pas. Bon, comme ça, c'est dit, et puis on aura l'occasion d'en reparler dans les temps à venir. Merci Michel. Est-ce que vous avez... Merci Jean-Mi. Oui, Jeanne, d'autres questions? C'est pas une question, c'est juste, ça me contrarie assez de voter cette... je pense qu'il y aura la majorité. Je comprends qu'il faille la voter pour les Porto Vecchia parce qu'il vaut mieux 3 ans que rien du tout. Donc ça, on a bien compris. Le fait que ce soit sécurisé derrière, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont voulu revenir sur c'est complètement arbitraire. Ça n'est justifié ni légalement, ni rien. Alors ça me contrarie. Alors bon, si vous permettez, pour une fois, je vais voter contre. Voilà. Ah, bien sûr que c'est permis, il n'y a pas de problème. Michel va compléter pour marquer un mécontentement. Oui. Alors, Miguel. J'entends ton mécontentement, Jeanne, et c'est moi aussi un petit peu, comment dire, je le comprends d'autant plus que j'étais un peu choqué et un peu, non pas choqué, mais perplexe sur le fait de voter 3 ans et pas 5 ans. Aujourd'hui, en termes d'efficacité, c'est important que ce soit adopté. Parce que depuis qu'on a voté notre rapport précédent, il y a plusieurs Porto Vecchia qui ont voulu, qui ont demandé cette prime, mais on n'a pas pu l'octroyer parce qu'elle n'était pas encore validée par le contrôle de légalité. Donc, on va arriver à la fin de l'année, les 160 000 € qu'on a mis au budget n'auront pas été distribués parce que toutes les acquisitions de cette année, tant que ce n'est pas validé, tant que le rapport n'est pas validé par le contrôle de légalité, ce ne sera pas mis en place, ce ne sera pas mis en œuvre, et c'est des jeunes Porto Vecchia qui n'auront pas la prime. Donc oui, je comprends que ça t'ennuie. Je suis moi aussi perplexe sur pas mal de sur le symbole, mais en termes d'efficience. À qui ça va échapper? Parce que d'autres vont l'avoir avant. Non. C'est mathématique. Alors, non. En sachant quand même, Jeanne, parce que ça c'est un point important, alors, c'est mathématique, mais ce n'est pas mécanique. En d'autres termes, il y a un seuil de 3 ans, mais il ne suffit pas, il ne suffit pas d'être résident Porto Vecchia depuis 3 ans et 1 heure pour se porter acquéreur, pour bénéficier de la prime, dès lors qu'on la sollicite. La commune a des modalités d'attribution qui lui sont propres, etc. Donc c'est pas mécanique, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire, parce que ça fait un peu penser, pour le dire vite et mal, aux modalités d'attribution des logements sociaux. Où c'est vrai, et d'ailleurs ça fait polémique, et pas qu'en Corse. On a aujourd'hui des tas de gens qui en débattent, parce qu'effectivement, je le dis souvent, quand Michel, pour la commune, s'assoit à la table d'une CAL, d'une commission d'attribution de logement, même quand les 10 logements sociaux sont situés sur le territoire de la commune, il ne peut au mieux présider à l'attribution que de 2 ou 3 d'entre eux. Parce qu'il y a la règle des DALO, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui nous en empêchent. Donc là, on n'est pas dans le même cas de figure. C'est une prime communale. Donc je ne dis pas que ce sera à la tête du client ou au doigt mouillé, mais on aura, nous, nos propres critères qui nous empêcheront, je dirais, de pénaliser un Porto Vecchia, pour faire écho à ton inquiétude, et nous conduirait à favoriser des publics ou des gens qui profiteraient de la mesure à d'autres fins que celles qu'on a voulu fixer. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le préciser parce que c'est un point important. Oui. Donc, pour
pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Christophe, il y a d'autres critères que le temps de résidence sur la commune. Et évidemment, c'est un dossier avec un nombre de critères qui déterminera l'éligibilité ou pas d'un ménage à cette prime. Enfin, si pour cette année était budget 160 000 €, mais Jackie nous a dit qu'il était parfaitement d'accord, vu le succès que risque de rencontrer la prime, pour abonder largement à la prime pour les années futures. Merci. Ceci dit, mais je demande quand même, parce que ce soit versé à l'entre-relevé de décision. Voilà, ça je l'entends, et je te prie de croire qu'avant d'en délibérer, le premier adjoint, qui sur ces questions-là n'est pas un tendre, nous a demandé d'y réfléchir à 2 fois. Exactement. Et on en a parlé à plusieurs reprises. Jackie. Non, juste pour dire, moi, effectivement, Michel l'a dit, 3 ans, 5 ans, on accepte 3, pourquoi pas 5. Après, je pense que la décision est... Enfin, c'est des mesures qui impacteront vraiment les porto-vecchiais. Donc malheureusement, il faut, selon moi, se contenter de ça pour le moment, jusqu'à essayer d'obtenir mieux. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Michel au niveau du budget, j'ai présenté tout à l'heure une décision modificative sur le budget principal. C'est vrai qu'on a des marges de manœuvre, on s'est créé des marges de manœuvre intéressantes, mais on voit bien que tout au long de l'année, on a des surprises qui nous tombent dessus et qui viennent taper dans notre budget de fonctionnement. Je vous le rappelle, dans la décision modificative, le fonds de péréquation, les taux de cotisation employeur CNRACL. On a eu lors d'une précédente décision modificative une perte de dotation de compensation à hauteur de 120 000 € qui nous était signifiée en début d'année, la dotation, et puis arrivé en milieu d'année, on nous dit vous l'aurez plus. Et il faudra même la rembourser. Donc c'est vrai on subit des mouvements comme ça, et notamment ces décisions de l'État. Mais pour rebondir sur ce que disait Michel, oui, dans le budget à venir, on regarde déjà nos marges de manœuvre et essayer de libérer un montant plus conséquent pour aider les porto-vecchiais. Même si c'est sur statut sur 3 ans, d'aider les porto-vecchiais à acquérir un bien. Et on est en train d'étudier ça. Merci Jackie, merci à toutes et à tous. Donc je vais vous demander, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Jeanne a réfléchi. Comme disait Doumé Booking, je réfléchis et je dis oui. Merci, mais on va d'abord voter. Qui est pour? Allez, Fogo. Très bien, merci Michel. Action culturelle, Madame Doumé. Donc, on a 3 rapports et on va commencer par la mise à jour des tarifs et de la convention d'utilisation de nos espaces. Alors, très rapidement, il n'y a pas de changement ni sur les tarifs ni sur la convention. On a seulement ajouté à nos locaux que nous louons ce qu'on a appelé le spazio de Pivano, puisque comme vous le savez, l'ancienne école actuellement est disponible hors vacances scolaires, puisque pendant les vacances scolaires, ce sont les ALSH qui utilisent l'ancienne école de Pivano. Et pendant la semaine, bien souvent, parce que la commune manque de locaux pour des actions de formation, pour des réunions, pour plusieurs événements. Donc, on nous sollicite et on loue, on va dire, l'ancienne école. Voilà. Pareil pour la salle de danse, donc également, qui est située à Roudouli. Donc là, sur ces 2 espaces, pour l'instant, on n'avait pas encore fixé ni tarif ni convention. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande, Monsieur le maire, cette mise à jour. Très bien, merci.
Doumet, avez-vous des remarques? Jean-Mi? Oui, juste une question. Concernant l'espace Jean-Paul de Rocasser, est-ce que l'esplanade plein air place au Guartière, est-ce que c'est un espace qui est mis en location ou pas? Non. Non, ok. Et deuxième question, Disons que si on loue là où il y a dans les l'espace festivals. pour X événements, du coup, forcément, les extérieurs peuvent être utilisés. C'est ça, Là où, voilà. là où tu as fait là où il y a eu le festival, Oui, tout ouais, ça. pas de ça. souci, oui, oui. De manière un concert. Donc C'est ça, espace public, oui. ok. Et le Cassel, les salles de danse, tout ça, Alors, il faut savoir que les associations ont évidemment possibilité toute l'année, lors des galas par exemple, de pouvoir se produire en salle rouge sans aucun frais. Oui, tout ça, à fait, c'est dans oui. les conventions avec, on va dire, les associations. Oui, non, je disais, n'apparaît pas dans la location, vous ne mettez pas en salle, là où il y a le Cassel, vous ne mettez pas à disposition, vous ne louez pas les salles en bas, à la ancienne poste, je dirais. Voilà. Non, puisque ces locaux-là, ils sont loués, on va dire, au Cassel. Exclusivement et aux au autres, Cassel. ouais, Ok, tout à d'accord. fait. Ils sont loués, oui, oui. Non, ils sont loués et ça entre dans leur subvention. Merci Jean-Mi, merci Doumet. D'autres questions? Allez, donc on passe au vote sur cette mise à jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant sur l'adressage. Bon, je voudrais associer, parce que je ne sais pas pourquoi, le RCM a été modifié, il y a des relectures arides, on va dire. Voilà. Donc, je voudrais réassocier Nénette, voilà, qui ne m'a pas lâché. Quand même. Qui ne m'a pas lâché. Donc, ça n'a pas été rien. Donc, c'est effectivement une collaboration entre, au départ, l'adjuvat culture, puisqu'il s'agissait d'animer la commission extra-municipale toponymie, puisqu'au départ, c'est vraiment le recensement des toponymes. On est arrivé à 1600 toponymes stabilisés sur l'ensemble du territoire. Si on y ajoute les hydronymes, puisque voilà, on est pratiquement effectivement à 2000 toponymes. Donc évidemment, on ne va pas mettre 2000 toponymes ni sous la forme de l'adressage, ni sous forme de panneaux, sauf voilà, à modifier notre paysage, et l'adjointe au patrimoine ne serait pas d'accord. Donc ici, en fait, vous avez l'ensemble des noms qui vont figurer au plan d'adressage, voilà. Donc, qui sont donc joints. Donc, on les a simplifiés, bien entendu. Le tableau est un peu plus important, mais il me semblait important que vous ayez, vous, essentiellement, les noms de lieux tels qu'ils ont été stabilisés. Voilà. Donc, là-dessus, bien entendu, ces noms-là feront ensuite, aujourd'hui on délibère, donc feront l'objet du document avec la poste d'adressage, à partir duquel les Porto Vecchie, d'ici le mois de mars, on va dire, puisqu'il faut le temps de la délibération, il faut écrire au Porto Vecchie, il faut stabiliser l'ensemble des numéros, etc. Donc d'ici le mois de mars, les Porto Vecchie pourront obtenir leur certificat d'adressage, puisqu'il est nécessaire pour un certain nombre de raisons, mais aussi, on va dire, individuelles, mais aussi collectivement, pour notamment tout ce qui est déplacement des véhicules de sécurité, incendie, secours aux personnes. Voilà, Il est extrêmement important que dans certaines zones où on avait boucle de Palombag, on puisse à un moment donné savoir exactement où on est. Donc, on a dû opérer certaines sections, raccourcir, et modifier aussi un certain nombre de noms, puisque on en avait déjà délibéré, les Porto Vecchie souhaitaient effectivement que certains noms puissent être, certaines rues ou avenues puissent être renommées ou complétées. Voilà. Donc ici figurent sur ce document les 400, on va dire, noms de rues, et de lieux qui feront l'objet du document d'adressage. Et ces 400, par rapport aux 1600, on va dire, ne sont qu'une partie de notre patrimoine, on va dire, toponymique, bien entendu. Donc, j'espère qu'on va prioriser d'abord, on va dire, ces toponymes pour l'adressage, mais ensuite, il y aura aussi un certain nombre de noms qui devront être valorisés, parce qu'ils constituent aussi une source d'information
non seulement sur comment est organisé le territoire, les zones inondables, enfin, sur l'environnement, sur les activités. Voilà. C'est vraiment une source d'information importante. Je soumets ce document à votre vigilance, hein, parce que c'est des documents, Nénette en est témoin, qui circulent beaucoup, qui sont repris plusieurs fois, modifiés après. On a une contrainte terrible, c'est tant de signes, sinon ça ne rentre pas dans la base d'adressage, d'accord ? Donc parfois on a dû un peu raccourcir, un peu, voilà, parce que sinon, voilà, c'était un petit peu long. Après, il y a des toponymes, Ouvour, où je prends celui-là parce qu'il revient 15 millions de fois, donc on ne peut pas. Donc il a fallu voilà, un peu jouer sur four, voilà, pour essayer voilà, de jouer tout en gardant, on va dire, la référence au four. Voilà, essayer quand même de modifier le nom parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, avoir chaque fois. Voilà. On a adopté une classification. Donc street, streeton, ou carou, strad, mall, ou bien sûr. On a laissé parking, hein, on a laissé le mot en anglais. C'est des choix qui ont été faits en commission extra-municipale. On n'a pas traduit et on n'a pas cherché à traduire parking de la capitainerie ou parking des Princes du Golfe, parce que normalement, il y a peut-être pu y avoir 2 parkings, et peut-être ils ne seront plus là, parce que étant donné que le port de plaisance est en réaménagement, donc on s'est dit que ce n'était pas la peine de changer l'habitude des Porto Vecchie pour peut-être dans 6 mois rechanger. Donc voilà, sur le port, on va dire, on n'est pas allé au-delà de ce qui existe, à part le Molo Pasquale Bauli, qu'on a, ou Molo Siracusa, qu'on a laissé comme ça. Sinon, c'est pour ça que vous avez certains parkings du quai d'honneur. Il va sûrement déménager le quai d'honneur. En attendant, on continue d'appeler le quai d'honneur tel qu'il est, quai d'honneur. Et ensuite, lorsqu'on aura véritablement nos parkings et nos quais, on va dire, on réaffectera si besoin et on redélibérera sur ce sujet. Voilà. Si vous avez des questions, c'est volontiers. Et surtout, relisez le document. J'ai souhaité que vous l'ayez in extenso. On a essayé de le ranger, parce que sinon, ce n'est pas rangé comme ça, et c'est compliqué par secteur, hein, pour que chacun puisse regarder. Après, il y a des toponymes dans l'enquête avec les informateurs, on se le disait tout à l'heure avec Greg, qui restent avec des variantes. Hein. La Trinité reste soit Trinita, soit Ternita. Benchundiu se trouve en Binchundiu et Benchundiu. Ça, ce serait pareil, vous l'entendez aussi, hein, la concurrence Benedette ou Benedette ou Binadette ou Binadit. Voilà, voilà, sur les voyelles, ça reste encore, mais de façon générale, on va dire que voilà, c'est des variantes phonologiques de prononciation. Toute la richesse de la langue, quand on parle, on va dire, ne peut pas être sur un panneau non plus, ni sur un document d'adressage. Voilà. On a essayé aussi de conserver les quartiers. Hein. Il me semblait que c'était important aussi pour les Porto Vecchie de se situer par rapport à ça. Voilà. N'hésitez pas, hein, surtout s'il y a des choses qui vous heurtent ou qui vous interrogent. Voilà, il peut toujours y avoir, même si ça a été lu et relu, mais il peut toujours y avoir dans les saisies, on va dire, des erreurs. Et puis après, nous, on essaiera d'aller, en tout cas moi, jusqu'au panneau. Voilà, hein, monsieur le maire. Aucun panneau, que ce soit bien clair, de la part des services, aucun panneau ne peut être posé sans qu'on l'ait vérifié. Hein. Voilà. C'est arrivé à tout le monde. Mais alors, sauf à se croire, voilà. Toutes les communes ont fait des erreurs. Donc, on ne voit pas pourquoi nous, voilà. Donc, je pense que les erreurs, elles sont dues au fait que la vérification ne se fait pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut vraiment la faire jusqu'au bout parce que, malheureusement, les prestataires, ils ne sont pas forcément corsophones. Hein. Voilà. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Bon, comme vous avez oui, bien sûr. Hein. N'hésitez pas. Hein. Oui. Et bien sûr, on est disposé à vous faire tenir au-delà de 400 les autres. Alors, ils sont en ligne sur le site de la ville avec une carte sonore. Vous pouvez cliquer dessus et entendre. Ils sont certifiés à
Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose que nous fassions un vote. Je te dis le souci qu'il y en a eu là-bas. Qui est pour? Merci. Dernier rapport qu'on pourrait réécouter, c'est le numérique. Alors oui, donc voilà, vous savez que la commune s'est engagée sur le programme LIA, donc, qui est un programme de territoire intelligent et durable. Ce programme, il consiste à doter la commune d'infrastructures qui permettront effectivement à la fois d'installer un certain nombre de capteurs, d'antennes, vous avez vu le déploiement, mais surtout qui nous permettront de faire remonter des données de flux de véhicules, des données météorologiques, des données environnementales, des données de collecte des déchets, puisque des données aussi liées, on va dire, à l'éclairage public, puisque c'est un programme qui se fait avec le syndicat d'énergie, la communauté des communes et l'université de Corse. Donc, évidemment, dès que vous mettez en place une infrastructure, j'essaie de le dire simplement, numérique, dès que vous avez à disposition une infrastructure technique et à un moment donné un ensemble évidemment d'ordinateurs qui vous permettent de faire remonter des données, de les sortir en tableau, etc. L'ensemble, on va dire, de tous les chercheurs, les entreprises, les associations qui à un moment donné ont besoin d'avoir des remontées d'informations sont intéressés par votre infrastructure. Voilà. Donc là, maintenant, on sait qu'on a une infrastructure robuste sur Portiuet. Donc là, par exemple, on a été sollicité donc, par un gros programme européen dans lequel il y a d'ailleurs Météo France, parce que Météo France ne dispose pas aujourd'hui de stations météo avec les 8 paramètres nécessaires. Voilà, il y a les stations météo, mais pas 8 paramètres en même temps qui permettent évidemment très rapidement de savoir ce qui arrive sur tel ou tel territoire sur le plan environnemental, que ce soit une inondation, que ce soit à un moment donné des vents violents. Donc la proposition qui nous est faite ici, c'est à partir de ce projet qui s'appelle Bridge, donc d'installer 2 stations météo, donc particulièrement performantes, donc sur deux cols, enfin 2 lieux, 2 sites où on a déjà des infrastructures liées au LIA, donc Ospidal et La Tiapa. Voilà, Donc bien sûr, il y aurait d'autres zones encore à couvrir, mais pour l'instant, on va se situer sur ces 2 zones-là, parce que là, on sait qu'on a les autorisations d'implantation, parce que c'est quand même relativement compliqué. Pour l'adjointe au patrimoine bâti, les antennes, j'ai demandé la précision, elles ne font que 3 mètres, voilà. Et pour le foncier communal, 4 mètres carrés au sol, voilà. Donc, c'est pas la station météo du Groenland, voilà. Donc, ça aurait pu, voilà. Donc, voilà. Voilà, donc ça va. On doit pouvoir effectivement les installer. Néanmoins, pour nous, elles seront extrêmement importantes pour nous et pour toute la façade méditerranéenne qui manque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 7 partenaires, surtout le pourtour méditerranéen, qui manque effectivement d'infrastructures où on puisse enregistrer les données. Alors nous, on ne sait pas lire les images, enfin moi non en tout cas, je ne sais pas lire les images radar. Par contre, l'infrastructure va nous livrer évidemment des comptes rendus, des graphiques qui seront mis à disposition de tous. Le travail de la commune dans ce programme, c'est évidemment de faire bénéficier ce programme de nos infrastructures. Donc, il s'installe, bien entendu, il bénéficie de nos infrastructures. En échange, c'est 125 000 euros de recettes. Donc, qu'on va répartir. Là, je ne les ai pas encore répartis, puisqu'il faut attendre que le projet soit terminé. Certainement en ressources humaines, en fonctionnement et en équipement, même si là, c'est vraiment le CNRS qui va gérer les structures, parce que qui dit structure ou infrastructure, après, qui est-ce qui gère derrière les capteurs, les antennes, etc. Là, c'est le CNRS qui le fera. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que donc, on met à disposition notre infrastructure, on a en retour, on va dire, une recette concernant cette infrastructure, et nous, on doit, dans les 3 ans, on va dire, du projet,
animé un certain nombre de réunions avec, bien sûr, l'ensemble des forces de sécurité, de secours et aussi préfecture, pour bien étudier tous les plans de sauvegarde ou tous les plans de, on va dire, alerte qui doivent être mis en place derrière les remontées de données donc météorologiques. Voilà. Donc, notamment en cas d'alerte météo complètement impromptue, comme on l'avait eu en août sur le phénomène des raids qu'on avait eu côté ouest, mais qui aurait pu nous impacter aussi côté est. Voilà. Donc, voilà, en résumé, on va dire rapidement, le projet Bridge, qui va effectivement nous permettre d'avoir de meilleures données météorologiques et aussi, monsieur le maire, là-dessus, l'intérêt d'une infrastructure numérique sur le territoire qui effectivement va avoir de l'attractivité. Et on le verra aussi pour les entreprises qui auront besoin effectivement de connaître un certain nombre de flux. Voilà. Très bien, merci Doumé. Y a-t-il des remarques? Pedro, bien sûr. Merci beaucoup. Donc oui, c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans notre logique de prévision et prévention. Et là, aujourd'hui, la commune, on est parti de vraiment pas grand-chose en matière de risques majeurs. Et là, on arrive avec des outils vraiment intéressants, avec notamment un document d'information des risques mis à jour, avec un plan communal de sauvegarde qui est de plus en plus efficace au fur et à mesure des exercices et des entraînements. Là, aujourd'hui, avec ces deux antennes météorologiques qui vont nous permettre de s'inscrire encore une fois dans une anticipation et pourquoi pas dans une prévention par la suite. Donc petit à petit, ça commence à bien dérouler. Donc d'autres projets commencent à arriver sur la table et certainement des caméras, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que ça s'inscrit pleinement dans ce projet européen. Ouais. Donc on en parlait encore cet après-midi avec Olivier. Donc non, je pense que c'est une affaire qui roule et j'en suis très content et hâte que tout ça soit mis sur papier et qu'on puisse vraiment toucher du doigt. Parce que le jour où il y aura une catastrophe majeure, qu'elle soit naturelle ou anthropique, ça sera déjà trop tard. Et si on arrive à l'anticiper et on arrive surtout à l'empêcher, on aura déjà quand même fait une belle victoire. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette présentation complète. Si vous avez des remarques, allez, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à toutes et à tous. Sans oublier bien sûr le concours de Greg et du service, avec un effort de transversalité sur les volets sécurité, bien sûr numérique, et territoire connecté et durable dans la philosophie et l'opérationnalité du PIA 4 et du LIA. Monsieur le Premier adjoint, donc à l'euro symbolique, vous nous proposez d'acquérir les espaces extérieurs du PIVANO au profit de la commune. Michel. Excusez-moi, je m'en sors pas. Oui, effectivement. Donc, comme le titre du... Micro. Comme le titre du rapport l'indique, on a la possibilité aujourd'hui pour la commune d'acquérir l'ensemble, la quasi-totalité des parties du terrain de la résidence PIV pour l'euro symbolique. La commune a participé au travers du renouvellement urbain à l'aménagement de ces parties. Il est important pour la commune de récupérer ce foncier. La contrepartie, ce sera d'en assurer l'entretien et les aménagements. Mais c'est quand même important dans ce quartier prioritaire et avec tous les projets qui concernent la commune, à savoir de la médiathèque
en passant par l'école et jusqu'à la future maison des associations dans l'ancienne école. Il est important pour nous de pouvoir aménager et organiser l'ensemble du quartier et d'en maîtriser le foncier. Merci Michel. Est-ce que vous avez des remarques? Jean-Mi, simple remarque, c'est bien de récupérer à l'euro symbolique. Est-ce qu'on a une estimation du coût d'entretien et des investissements? Parce que je pense qu'on va nous... Je ne dirais pas que c'est un cadeau empoisonné, mais ça risque quand même d'être un investissement supplémentaire pour la commune, l'entretien. C'était déjà soit pas fait, soit fait par la commune. Non seulement on le faisait déjà, mais en plus, il était Nathalie? C'était non. Ouais. Alors, après, Ben non, avec les c'est qu'on n'aura plus aménagements, besoin. très clairement, avec les aménagements qui ont été faits, on va avoir moins d'entretien qu'avant, puisqu'on a fait en sorte justement d'avoir des végétaux en pleine terre, d'avoir des parkings perméables, enfin un certain nombre de choses qui font que, Florence, tu es bien passé pour le savoir, ça demande moins d'entretien que c'était le cas jusqu'à présent. Non, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Hein. Ou alors tu n'es pas passé dans le quartier récemment pour t'en apercevoir, mais ça fait très longtemps qu'il ne passe plus. Donc ça fait longtemps qu'on entretient justement et la communauté de communes et la commune les pourtours de ces établissements. Merci pour ces éléments. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je rends la parole à Nathalie sur l'acquisition de la casemate de Santa Giulia. Merci. Bonsoir. Donc, en continuité du précédent rapport concernant l'acquisition de la casemate d'Arène, ce soir, il vous est proposé d'acquérir la casemate de Santa Giulia avec une superficie de terrain en effet moins importante, mais elle aussi, pas à l'euro symbolique, mais à 1 euro du mètre carré, ce qui à cet endroit stratégique nous paraissait fondamental. Ça fait de nombreuses années aujourd'hui que la commune se bat pour récupérer ces éléments qui font partie intégrante de notre patrimoine historique. Il était fondamental d'arriver à acquérir aussi celui-ci, même si on sait qu'il est plus contraint, il y a plus de difficultés de foncier périphérique, mais malgré tout, c'est une étape de plus vers notre récupération du littoral. Et voilà, c'est je dirais un bâtiment que vous connaissez tous, donc qui date de 1934, qui est aujourd'hui dans un très mauvais état. Et l'objectif, bien entendu, à terme, est de le restaurer. Et ensuite, nous verrons avec les usagers de ce site aujourd'hui de quelle façon on peut optimiser ce patrimoine qui appartient à tous. Voilà. Si vous avez des questions. Très bien. Monsieur le maire. D'ailleurs, idem, bon, on nous fait souvent parler, alors même qu'on n'a pas rendu de décision définitive. Je pense à la ruine devant l'église de Moraté. Je pense à l'ancien préfabriqué sur le village de Précodio. Je pense à cette casemate et à d'autres lieux qui appartiennent à la commune. Je vais être très clair, on n'y fera rien tant qu'on n'aura pas consulté très largement les porto-vecchie. Et je parle de lieux qui sont désaffectés ou en mauvais état. Je pourrais parler de lieux en meilleur état et plus récemment acquis. Je pense notamment à l'ancienne poste, sur laquelle on a délibéré. Idem, on nous prête, Vincent et nous tous, un certain nombre de velléités.
on consultera, et les gens de Mouratel, de Précogne, du Pavidon et d'ailleurs, nous dirons, bon, nous, à cet endroit-là, je parle de Mouratel, on a dit assez vite, parce qu'on a eu un débat pour cadrer un peu les choses, pas pour décider en lieu et place, mais serait-il opportun de descendre, entre guillemets, la mairie annexe? Serait-il opportun de créer du logement? Bon, nous, à ces deux questions, mais on en reparlera, et le village en particulier, on a plutôt répondu par la négative, en disant en gros qu'on n'avait pas besoin d'un nouveau lieu administratif et pas davantage besoin de créer 2 unités de logement. On s'apprête tous ensemble à en créer des centaines, pourquoi bloquer un bien à cet endroit-là, etc., comme on attribue à qui, jusqu'à quand? Bon, donc, on ne fait pas de langue de bois, on s'est dit, voilà, à cet endroit-là, de l'activité économique et des professions libérales, pour booster un peu les choses et donner au village aussi la capacité à sortir de cette fonction dortoir, qui leur est trop souvent imputée, pour retrouver une vitalité, et on le sait tous, et des services, et à Porto-Béque en particulier, la vitalité, elle passe aussi par le développement économique. Pas simplement, mais ça c'est universel, c'est pas propre qu'à notre ville. Donc, il y a un débat là-dessus, on verra, mais c'est un peu d'orientation. Sur les casemates, bon, on discutera, il y a des tas d'affectations possibles. Moi j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas nécessairement d'affectation, entre guillemets, marchande. Bon, on en discutera, on verra, mais je pense qu'il est bien qu'on construise des lieux ou qu'on réhabilite des lieux, voilà, au sens d'écomusée, sans que ce soit nécessairement des lieux se prêtant à. Mais, bon, là maintenant, il appartient à la collectivité publique, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, ce que je voulais simplement préciser au Conseil, c'est que l'acquisition d'un bien n'entraîne pas la décision sur son affectation, qui reste, dans ce cas-là comme dans d'autres, l'apanage des Porto-Béquais et, dirons-nous, de leur concertation le moment venu. Est-ce que vous avez des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je garde la parole très brièvement. Donc, sur le premier point, nous avons délibéré ici pour plafonner à 12 le nombre de contrats d'apprentissage ouverts par la commune, avec le concours actif de l'administration, de chacun des élus concernés. Nous avons bien sûr, et assez vite, atteint l'objectif cible, et nous devons donc, dès lors que nous souhaitons, entre guillemets, y déroger, solliciter le conseil municipal. Donc en l'occurrence, il s'agit de valoriser une compétence locale dans le cadre d'un diplôme récemment ouvert par l'Université de Corse, dans le cadre donc d'un master dit orchestra sur la direction de projet ou d'établissement culturel. Et donc, comme on a été intéressé et par le profil et, je dirais, par la mission qui pourrait en découler, on a décidé donc de rédiger cette délibération et de vous la soumettre pour passer très précisément de 12 à 13 contrats d'apprentissage. Vous savez comment ça fonctionne, hein? On pourrait être tenté, au regard du coût plus faible du contrat d'apprentissage, d'y avoir recours de manière très forte, mais l'apprentissage a quand même un coût, et nonobstant le coût financier qui est plus faible mais qui n'est pas neutre, il y a la problématique RH, au sens où il faut mobiliser du tutorat et impliquer des agents pour encadrer, etc., etc. Bon, donc pour toutes ces raisons, on ne veut pas non plus aller trop loin dans l'usage et revenir devant le Conseil dès lors qu'un besoin s'exprime pour déroger à l'objectif qu'on avait nous-mêmes fixé. Donc passer de 12 à 13 et permettre, avec votre accord, la mise en œuvre de ce contrat d'apprentissage. Est-ce que vous avez des remarques? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je termine sur notre tableau des effectifs. Il vous est proposé de le modifier dans le sens donc de 5 emplois
et d'en créer un dont je vais vous parler, même s'il est précisé au tableau. Donc, les modifications concernent tantôt l'anticipation de la réussite d'un agent à un concours, tantôt le retour d'un agent dans les effectifs communaux. En gros, on est dans des parcours et des évolutions de carrière qui ne donnent pas lieu à des créations sèches. La seule création proposée est fait suite au congé maternité d'un de nos agents, seul à occuper les fonctions qui sont les siennes depuis de longues années. Il n'y a pas de secret. Je veux ici parler de Madame Fanny Otavi, qui repart en congé maternité, et donc on a l'obligation évidente et facilement compréhensible de la remplacer sur les sujets de technique qui sont les siens d'Oumet depuis un certain temps. Donc on le fait, mais j'en profite pour poser la question, non pas au Conseil, qui en sera, je crois, d'accord, mais au Porto Vecchio et au-delà, de l'articulation entre le syndicat mixte, qui préside aux destinées du Centre culturel et de la Cinémathèque de Corse, et la commune. Bon, il faudra qu'on clarifie tout ça dans les temps à venir, et que les agents qui évoluent à la frontière des deux univers soient peut-être appelés à évoluer dans un cadre plus stable. On a des agents que vous connaissez bien, je ne vais pas les citer, mais qui sont présents à longueur de temps sur site, qui ne sont pas des agents de la commune. Alors, ils sont recrutés, appelés à évoluer dans des conditions qui ne sont pas défavorables, puisque ce régime-là, plus proche de celui de la collectivité, a des impacts positifs sur les carrières et leur déroulement, mais il y a aussi des sujets de déséquilibre entre le reste des agents et ceux qui participent de la vie du syndicat mixte. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, je voulais à ce stade vous solliciter pour ces modifications et cette création au regard du besoin de service tel qu'exprimé par le départ en maternité d'un de nos agents. Pas de remarques? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je vous rends attentif au fait que nous serons demain, le 11 novembre, jour de mémoire, et qu'une tournée rendue publique des villages est prévue très tôt le matin en démarrant à Trinité jusqu'au monument aux morts en fin de matinée. Donc tout un chacun y est très naturellement convié. À bon azir.